Votre invité de la grande interview, Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais être très caricatural, très simpliste. Alors, après, vous pourrez le déplorer, il n'y aura aucun problème. J'ai l'impression qu'on est dans une phase oui, mais... Oui, la croissance économique a rebondi en France au troisième trimestre, 0,4 contre 0,2 en raison notamment de la consommation des ménages, des investissements, mais inférieure aux dernières prévisions de l'INSEE, celles de la Banque de France et de l'OFCE. Alors on se pose la question de la perspective sur l'année également. Oui, la croissance mondiale est à un bon niveau, mais on commence à s'interroger en se disant ça y est, on est au pic du cycle, alors on a le temps, le juste retour à la normale, un retour au potentiel de croissance. C'est ça, on est dans une phase un peu oui, mais en étant extrêmement simpliste. Bah, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on mélange un peu tout parce qu'il y a différentes variables à prendre en compte. Alors, il y a les variables un peu exceptionnelles. Alors, par exemple, pour la France, consommation des ménages français qui a été très affectée au deuxième trimestre, notamment à cause de la grève, chute des dépenses de transport. Ça a fait chuter la consommation à cause de la grève de SNCF. Donc, on a un rebond mécanique derrière. Hein. Donc, il faut se méfier de l'écran de fumée. Voilà, on va dire que sur un trimestre, ça peut jouer. L'Allemagne, c'est pareil. Alors, on n'a pas le détail. Hein. On n'a pas les chiffres sur l'Allemagne au troisième trimestre, c'est pas bon. A priori. Ça pas bon du tout, plutôt atone d'ailleurs. Oui. Mais on sait qu'il y a eu un effet très fort du secteur automobile. Vous savez qu'ils ont dû écluser leur stock avec les changements de réglementation de normes anti-pollution. Et donc, la production automobile a véritablement chuté. Et donc, ça a sûrement impacté sur un trimestre la croissance. Donc, ça, c'est des éléments un peu, on peut remettre plein d'éléments climatiques, des choses comme ça qui ont affecté les États-Unis. Enfin, on voit qu'il y a des choses comme ça qui perturbent un peu les statistiques d'un trimestre sur l'autre. Donc, ça, je dirais que ça, c'est ces aléas un peu classique, c'est pas ce qui nous inquiète. Après, on est dans un double discours. Et là, on n'est pas à l'aise parce que d'un côté, on a quelques sociétés qui nous disent eh ben, on n'arrive pas à aller plus vite. On a atteint le maximum de croissance. Alors, on a des problèmes de recrutement. Alors, ça, vous entendez tout le temps parler. Oui, l'embauche, la difficulté de manœuvres qualifiées. De l'employabilité. Voilà, on aimerait bien aller beaucoup plus vite, mais on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée. On a des problèmes d'approvisionnement. Et ça se retrouve encore dans les données d'enquête, hein, étonnamment, parce que là, on va parler de ralentissement, mais étonnamment, on a certains secteurs qui disent on a encore des problèmes de rupture d'approvisionnement, des délais de livraison. Aux États-Unis, on est sur des niveaux records de délais de livraison sur certaines industries, des problèmes de transport. On n'arrive pas à, par exemple, aujourd'hui, il y a un frein dans le secteur pétrolier, aux États-Unis notamment, parce qu'on manque de gens pour conduire les camions pour transporter le pétrole extrait. Voilà. Et donc, il y a des goulots d'étranglement, et c'est encore vrai aussi en Europe. Paradoxalement, en Europe, on a aussi cette vision-là. En Allemagne aussi, ça fait partie des choses que disent. Alors ça, c'est l'élément, je dirais, un peu classique. Et puis, on a en Asie, par contre, des discours qui commencent à être beaucoup plus négatifs, qui est de dire, là, c'est pas des goulots d'étranglement, on a un problème de ralentissement, de déstockage, d'une économie chinoise qui ralentit sûrement nettement plus que les chiffres officiels le laissent supposer. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le double discours avec le discours des autorités et la réalité, parce qu'on a eu vraiment une déferlante, hein, notamment au mois d'octobre, de mauvais indicateurs, avec une croissance manufacturière au plus bas depuis 2 ans, la croissance des profits dans l'industrie qui a ralenti, la croissance chinoise, on a commencé avec ça au plus bas depuis 2009. L'alerte, elle est chinoise ? Alors, elle est en partie chinoise parce que, alors c'est toujours le problème de la Chine, c'est qu'on a du mal à interpréter les chiffres. Mais par exemple, les ventes au détail de septembre étaient très bonnes. Sauf que ce qui était bon dans les ventes au détail, c'était les ménages de la zone rurale. Or, on sait qu'au niveau rural, c'est pas collecté par l'Office national de la statistique, c'est collecté par les membres du parti qui ont tendance à répliquer les objectifs du plan. Et par contre, dans les villes, dans les zones urbaines, on avait vraiment des statistiques assez mauvaises sur la consommation des ménages. Donc ça veut dire que la demande intérieure en Chine ralentit. Et puis, autre élément, c'est qu'on a une vraie réaction de l'industrie chinoise. Alors, on a eu des hausses de taxes le 24 septembre dernier de la part de M. Trump, hein, mais on sait qu'au 1er janvier, on en a une deuxième couche. On sait qu'il menace de tout taxer. Oui, il y a le spectre de prendre la totalité. Bon, en tout cas, ça, jusqu'à maintenant, on pouvait dire c'était une incertitude. Est-ce qu'il allait le faire? Est-ce qu'il n'allait pas le faire? Ce qui est nouveau et ce que commencent à donner les statistiques, c'est que les industriels, eux, ont réagi à cette incertitude. C'est-à-dire qu'eux, ils ont intégré le fait qu'il y avait un vrai risque. Alors, je vous prends un exemple qui va vous parler. Dans le secteur des semi-conducteurs, s'il fait une taxe de 25%, vos marges ne pourront pas l'absorber. C'est-à-dire que c'est vraiment un tel choc qu'on ne fait pas 25% de marge sur les semi-conducteurs classiques, les mémoires de vos smartphones, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gel complet de l'investissement en Chine. On gèle les unités de production supplémentaires et on commence à déstocker. Et derrière, ça s'est répercuté sur l'ensemble de la chaîne parce que les gens qui mettent des semi-conducteurs dans les biens de consommation électronique, genre les jouets, etc., ils ont dit on se déstocke. On déstocke, on ne va pas reconstituer nos stocks parce qu'on ne sait pas la visibilité qu'on a sur nos ventes aux États-Unis. Donc tout ça, ça fait une chaîne. Du coup, on a un secteur des semis qui nous dit on n'investit plus.
Et on est en train de se préparer à une grosse rupture. Mais c'est peut-être que ponctuel, il va peut-être rien se passer, mais en tout cas, ça a un impact économique. Et la grosse mauvaise nouvelle qu'on a aujourd'hui dans les publications des boîtes, c'est qu'on confirme qu'il y a un vrai choc dans le comportement des investisseurs. Aux États-Unis, on a eu un très mauvais chiffre d'investissement des boîtes. Il n'est pas qu'en Chine, il y a aussi un choc. On commence à se rendre compte. Le problème, c'est là où l'administration Trump sous-estime. Voilà, c'est là où l'administration Trump sous-estime énormément ses taxes, c'est que quand il taxe un produit entre guillemets fabriqué en Chine, c'est aussi produit par les entreprises américaines. Quand vous avez une entreprise de semi-conducteurs qui est américaine mais qui a une usine en Chine, elle risque d'être taxée. Alors certes, il a pas taxé l'iPhone, il a dit j'exclus l'iPhone. Oui, mais il n'y a pas que l'iPhone et on produit énormément de choses. Voilà. Et là, la grosse mauvaise surprise des publications des boîtes américaines, c'est de dire on a un réel impact et que nos usines qui sont en Chine aujourd'hui sont affectées. Alors après, ça pose aussi des problèmes parce qu'il y a aussi des répercussions de prix qui vont avoir lieu et qui vont affecter aussi la production Made in America parce que derrière, c'est des inputs qui rentrent dans le cycle de production. Je vous prends juste un petit exemple, c'était le patron d'Amazon qui disait mon problème, c'est que si vous augmentez de 25% le prix des disques durs, je suis plus compétitive dans tout ce qui est hébergement des sites internet, tout ce qui est cloud. Je suis plus compétitif parce que moi, j'ai mon principal coût finalement qui est le disque dur qui augmente énormément et donc je vais mettre mes data centers en dehors des États-Unis. Donc ça peut même affecter un acteur comme Facebook par exemple ou un acteur comme Amazon parce que derrière ça augmente les coûts. Mais ça c'est une deuxième phase. Mais ce qui est nouveau et ce qu'on est en train de voir réellement, c'est qu'il y a un vrai impact. Donc on est un peu dans deux messages. D'une part un message je ne peux pas aller plus vite et de l'autre on va dire un début de retournement. Peut-être ponctuel, peut-être purement lié en partie à cette guerre commerciale, mais qui affecte aujourd'hui réellement le comportement des investisseurs, enfin des entreprises. Ça y est, et ça touche donc véritablement, il y a une crainte sur les marges des entreprises et notamment des entreprises américaines. Ça y est, ça a commencé. On a vu les sanctions justement, il y a un risque de pression sur la hausse des coûts qui est liée à cette guerre commerciale. Il y a un ensemble sur toute la chaîne de coûts à chaque fois. Alors ça, en plus, ça intervient à un moment où on sort d'une longue période de hausse des prix du pétrole. On l'a tous en tête. Alors je sais que là, ça s'est calmé, ça s'est un peu retourné. Mais on va dire qu'on sort quand même d'une bonne phase d'appréciation des cours du pétrole. C'est jamais bon, surtout quand c'est un choc d'offres. Donc c'était vraiment pas lié à la demande supplémentaire, mais c'était vraiment une très forte hausse des prix du pétrole associée à des hausses de nombreuses matières premières. Alors c'est très différent sur les matières premières, mais grosso modo, ce que nous disent les entreprises aussi, c'est que derrière, elles ont sur un an, on va dire, une très forte hausse de leurs coûts de transport, de leurs coûts d'approvisionnement, et elles ont des hausses de coûts de production avec des matières premières. Alors, c'est très visible. Je vous prends un exemple dans tout ce qui est agroalimentaire. Vous avez des gens qui n'arrivent pas à monter les prix. Donc là, on a vu vraiment des entreprises qui souffraient énormément sur leur marge, avec des chutes de marge brutes, et puis d'autres qui craquent, genre Procter & Gamble, qui nous ont dit, ça y est, on va monter les prix, on va sacrifier nos marges. Par contre, ce qu'ils nous ont dit, on va agrandir nos prévisions. On ne sait pas très bien où on va, parce qu'on risque de perdre des parts de marché. On va monter les prix, mais on ne sait pas finalement quel sera l'impact sur nos parts de marché. On est encore phase d'incertitude supplémentaire. C'est ça, on est en train de naviguer à vue pour ces entreprises. On est à vue parce qu'on a aujourd'hui des hausses de coûts qui sont telles. Alors après, ça dépend des régions, mais c'est vrai que sur les États-Unis, en plus, ils ont des hausses de coûts du travail qui se rajoutent à tous ces coûts-là. Mais globalement, dans le monde, on sort d'une période plutôt inflationniste en termes de coûts de production parce qu'on a eu toutes ces hausses des matières premières qu'on a du mal à avoir répercutées. On est face à un ralentissement, donc vous avez un double effet, quoi. Vous avez un effet chiffre d'affaires qui croît moins vite, vous avez un effet pression sur les marges, donc forcément, les profits derrière peuvent être durement pressurés. Donc on est véritablement dans cette phase un peu d'incertitude. Alors après, il y a deux solutions, soit c'est les marges qui sont sous pression, soit c'est l'inflation, mais ça ne fait pas plaisir non plus. Parce que si c'est l'inflation qui repart, un Procter & Gamble qui nous dit, qui réussit à faire passer ses hausses de marge, qui maintient ses parts de marché, on va dire c'est très bien pour eux, mais ça sera beaucoup moins bien pour la Fed ou la BCE qui vont voir les prix à la consommation qui accélèrent. C'est ça, parce qu'en fait, il y a de multiples incertitudes, mais il va y avoir véritablement la question des politiques monétaires. On sait déjà qu'il y a des bras de fer engagés. Alors c'est peut-être devenu l'Arlésienne aussi entre Donald Trump et Jerome Powell pour la Fed. Bon, on est à l'approche aussi d'élections de mi-mandat. Alors, il y a un discours qui est un peu particulier du côté de Donald Trump, où Trump essaie désespérément, pour soutenir sans doute sa politique, en voyant qu'à long terme, avec un resserrement de la politique monétaire, c'est pas tenable. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui est pas normal, c'est relancer l'économie en haut de cycle. Donc, ça peut se payer. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un problème d'inadéquation en termes de timing. Voilà, il y a un problème derrière ça, mais
Donc ça veut dire que la Fed, de son côté, quand même on a des gens raisonnables et qui disent, eh ben, si véritablement la politique de M. Trump entraîne une surchauffe économique, et c'est là où est tout le problème. La grande question de la surchauffe économique. Voilà, moi, Fed, je vais siffler la fin du jeu. Et siffler la fin du jeu, ça veut dire que je vais appuyer sur le frein et je vais entraîner un ralentissement au mieux ou une récession au pire, on va dire, dans les scénarios. Voilà, mais on va dire qu'ils ne sont pas là pour faire une récession pour le plaisir. Donc l'idée, c'est quand même, à un moment donné, je ne vais pas laisser se développer les tensions inflationnistes, laisser l'inflation déraper. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ils sont encore confortables, dans le sens qu'on n'a pas une inflation très forte. On a des coûts salariaux qui accélèrent. Mais pour l'instant, ça pèse peut-être plus sur les marges que sur l'inflation. Et donc, c'est ce qu'on voit actuellement. On a un marché du travail qui est tendu, quand même, et ça, M. Powell, il a dit, c'est évident, les salaires vont accélérer, etc. Lui, ce qui lui manque, c'est un peu la dernière case à cocher, qui est le retour de l'inflation. Donc, il dit, on n'a pas l'inflation pour l'instant, on n'a pas besoin d'appuyer sur le frein. Donc, on va être neutre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de stimuler l'économie, M. Trump s'en charge. Donc, on revient vers quelque chose de neutre, mais voilà, on a le fusil qui est sorti, on est prêt à appuyer sur le frein, tout est là, tout est en place. Donc, c'est vrai que le marché, pour l'instant, ne surréagit pas trop à ce discours, parce qu'on a ça reste un facteur qui est mis de côté. Voilà, c'est un élément de soutien du dollar, très clairement, mais ce n'est pas un élément aujourd'hui de surréaction des marchés. Mais clairement, si je vous dis qu'en fin 2019, va falloir freiner l'économie, là, on aura des réactions de Wall Street qui seront peut-être un peu plus négatives. Oui, c'est ça. Et là, il pourra peut-être revenir sur ses déclarations avec l'objectif de ramener le S&P 500 vers 2900 points, comme il prétend et comme il retweet. Et du côté, cette fois, de la BCE. On est dans une optique totalement différente. Est-ce que là aussi, bon, on sait qu'il y aura un stop sur le programme d'assouplissement quantitatif, mais est-ce que ça n'arrive pas au pire moment justement dans le contexte actuel? Ils n'ont pas le choix aussi. Parce que, alors après, l'avantage c'est que, on va dire, on peut pas si on était l'Europe sans le reste du monde, on est dans une situation quand même beaucoup plus favorable qu'aux États-Unis, dans le sens qu'on est beaucoup moins avancé dans notre cycle économique. On est dans la phase de reprise, parce qu'on a eu, les États-Unis ont vraiment redémarré depuis la dernière récession, mais ils n'ont pas eu la crise des souverains. Et nous, on a eu la rechute de l'économie européenne, ce qui fait que finalement, on a eu un mini-cycle et on est reparti là, on repart dans un nouveau cycle de croissance avec des tensions. Alors, ça commence avec le personnel qualifié, on en parle, mais quand même, on a quand même des niveaux de taux de chômage qui sont assez élevés en Europe. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on est dans des tensions salariales très fortes et qu'on est véritablement dans des vraies tensions inflationnistes. L'Allemagne est un peu différente par rapport à d'autres zones, mais d'autres pays de l'Europe, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que tout est beau et tout va très bien et qu'on est en fin de cycle. Donc, je dirais que la BCE a plus le temps pour normaliser sa politique. La seule chose qu'elle peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin et de soutenir autant l'économie en injectant autant de liquidités. C'est ça. Donc il faut revenir un peu en arrière, surtout que c'est très long, c'est très difficile et il ne faut pas faire surréagir les taux. Donc moi je pense que c'est plutôt bien ce qu'elle fait aujourd'hui, mais elle n'a pas péril dans le demeure. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de communiquer sur le fait on ne sortira pas des taux négatifs avant longtemps. Oui, c'est ça. Elle n'est pas pressée, on va dire. À l'horizon, à l'été 2019. Et encore, on n'a pas monté de cran. Voilà, ce qui est totalement logique au regard du cycle européen, à mon avis, et si elle ne veut pas une surréaction des marchés. La seule chose qui pourrait être un accélérateur, alors là, par contre, de fin de cycle, c'est si l'environnement international se dégradait, si les États-Unis tombent en récession. Alors ça, je vous fais le scénario noir, je ne suis pas là encore. Mais si je vous dis que 2020, c'est la récession aux États-Unis, je ne sais pas si ça sera ça, mais si, on vérifiera si la Chine s'effondre, enfin, on peut se faire plein, on peut s'amuser à se faire peur. Là, la BCE est quand même dans une situation pas très confortable parce qu'elle n'a pas normalisé sa politique, elle n'a pas de nouveau des cartouches pour relancer l'économie et puis elle fera face à un environnement beaucoup plus dégradé avec une Allemagne qui est très dépendante du commerce international et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la dégradation des données d'enquête. C'est quand même les données allemandes entre autres qui pèsent et qui finalement sont très pénalisés par ce qui se passe en Chine. Donc c'est là où on voit que vraiment ce qui se passe en Chine, les données officielles, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes parce que j'ai l'impression que l'Europe, on a le sentiment qu'il y a vraiment ce ralentissement et ce ralentissement en Chine peut peser lourdement sur l'économie allemande. Donc on est dans une situation pas très confortable de la BCE, sachant que le cycle, pour moi, est plutôt favorable à une normalisation je dirais tout doucement, mais si on était dans notre monde. Et le problème, c'est qu'on est quand même très influencé par l'environnement international. Et merci Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC, votre invité de la grande interview dans Ecorama.